où on a beaucoup de prématurés justement dans les pays du Sud, et où ces moyens ne sont pas mis en œuvre. Il n'y a pas de projet de financement pour faciliter la prise en charge des prématurés. C'est-à-dire, clairement, on préfère laisser mourir ces enfants-là. Bien, monsieur Gabriel Terezo, je suis ravi de discuter aujourd'hui avec vous, d'avoir cet entretien. Vous avez publié un livre très intéressant qui s'appelle L'élimination des pauvres, publié aux éditions du Bien commun en 2021. C'est un livre qui a attiré vraiment notre attention parce que vous y décrivez les politiques de contrôle démographique mises en œuvre au plan international par les Nations Unies, et notamment les fameuses questions d'avortement forcé, de stérilisation forcée, de vaccination avec des produits ou avec un effet stérilisant ou contraceptif. Donc c'est un travail intéressant qui retrace aussi une partie de l'histoire des grands courants eugénistes du XXe siècle. Vous avez fait ce travail donc dimension historique. Donc c'est un livre que je recommande vivement. Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez commencer, s'il vous plaît, par vous présenter brièvement? Oui, donc moi je suis spécialiste ce qu'on appelle de santé mondiale, c'est-à-dire que j'interviens essentiellement sur le renforcement des systèmes de santé et dans la lutte contre les maladies infectieuses et la santé mère-enfant. Voilà, donc je suis consultant indépendant depuis 2012, donc depuis une dizaine d'années. Je travaille du coup pour des organisations internationales, bilatérales, des grosses ONG. Voilà, sur des missions précises, en répondant essentiellement à des appels d'offres. Voilà. Mais j'ai commencé en fait dans le secteur de la recherche avec l'Institut de recherche et développement, en travaillant sur le SIDA dans le domaine de la santé publique. J'ai également travaillé pour Médecins sans frontières un certain temps, puis pour les Nations Unies en poste à l'étranger. Et ensuite, je suis rentré en France et j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères pendant 6 ans à la Direction générale de la coopération internationale et du développement sur les politiques de lutte contre la pauvreté et les politiques de santé. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail, d'écrire ce livre? Bah, il y a plusieurs éléments. La première chose, ce sont la mise en place en fait des politiques de planning familial qui ont connu en fait une forte recrudescence dans les années 2000. Donc c'est lié notamment, enfin il y a un retour des politiques malthusiennes et qui est lié au phénomène migratoire depuis à peu près le milieu des années 2000. Voilà, et qui ont largement incité en fait les coopérations bilatérales et multilatérales à se prévaloir de ces phénomènes-là. Voilà. Donc il y a bien sûr la conférence du Caire aussi, qui a été organisée par les Nations Unies en 1995, voilà, et qui a posé en fait un cadre sur les politiques de santé reproductive. Et donc, il s'appuie notamment sur un droit à l'avortement dans les pays du Sud, voilà, qui, rappelons-le, ils sont traditionnellement opposés. Donc, en fait, c'est quand même une politique du Nord qui a été mise en œuvre et décidée, voilà, sous la forme de cette conférence, donc qui donne peut-être l'impression qu'il y a un consensus, mais qui est plutôt une politique du Nord qui est définie pour limiter en fait la croissance démographique des pays du Sud. Et quel est l'objet de votre livre dans ce contexte? Alors, bah, l'objet du livre, c'est de montrer comment ces politiques sont mises en œuvre et puis voir aussi quelles ont été les. Enfin, il y a beaucoup d'exemples de dérives en fait de la mise en œuvre de ces politiques qui ne respectent
pas forcément d'abord la volonté des pays, mais aussi surtout la volonté des populations. Voilà. On a des pratiques de vasectomie, euh, de section des trompes, etc., qui sont des politiques, alors qui sont évidemment définitives pour les personnes qui en font les frais, entre guillemets, et parfois sans que les populations ne soient ni correctement informées de ce qui découle de ces pratiques, donc qui est une stérilité à vie. Et puis surtout, parfois avec des échanges comme la pratique, l'échange de nourriture, par exemple, ou de certains avantages matériels en contrepartie de l'acceptation de ce type d'acte médical sur les personnes en question. Alors, Ce qui est évidemment pas très éthique et pas très respectueux des populations. ça veut dire que donc en fait donc vous montrez qu'il y a d'une part une politique de contrôle démographique qui est assumée, qui est publique, qui est connue. Alors oui, elle est assumée, est assumée, oui et non, parce que la présentation et les arguments ou l'argumentaire en fait qui est proposé n'est pas strictement tourné vers la limitation démographique. On a des incitations qui sont plus intelligentes, voilà, qui consistent à dire qu'il faut réguler les naissances pour la santé de la mère et pour la santé de l'enfant. Voilà. Il y a un discours qui consiste à dire que la croissance démographique ou le nombre trop important d'enfants dans les familles est cause de pauvreté et que donc pour supprimer cette pauvreté, bah, il faut limiter la croissance démographique. Alors on sait évidemment que cet argument n'est pas un argument qui est vraiment recevable. Hein. La réalité, c'est plutôt les difficultés économiques que l'on peut rencontrer auprès de ces populations et qui, bien souvent, comme c'était le cas en Europe au XVIIIe siècle, on a des familles nombreuses parce que il faut assurer la pérennité, la capacité à nourrir bah, les personnes, les parents qui vont être âgés. Donc, il faut avoir 4 5 enfants pour pouvoir avoir au moins un ou deux enfants qui aient la capacité ensuite de subvenir aux vieux jours, de travailler aussi les terres. La main-d'œuvre est importante parce que c'est aussi la main-d'œuvre qui permet de travailler la terre et donc de nourrir la famille. Voilà, donc on sait très bien que c'est la révolution agricole, la révolution industrielle qui ont permis de faire évoluer ces conditions-là, et puis l'amélioration de la santé par les conditions d'hygiène essentiellement. Hein. C'est la révolution hygiéniste qui a permis d'améliorer considérablement la santé des personnes. Donc, on n'applique pas finalement ce qu'on a appris et ce qu'on a vécu en Occident. C'est ça. Alors, quant aux motivations, parce qu'on entend pas mal de discours, il y a effectivement un discours même féministe qui va promouvoir le progrès de la condition féminine comme argument. Euh, D'autres discours sur la santé, sur les conditions matérielles. Euh, les arguments relatifs à la démographie, on a le sentiment qu'ils ne sont pas trop mis en avant, et encore moins à la migration. Il y a aussi l'argument relatif à l'accès aux ressources de ces pays. On se souvient de la politique américaine dans les années 60 ou 70. Quelle est la part, on va dire, aujourd'hui des motivations? Est-ce qu'il y a une part de vraie générosité occidentale? Est-ce que c'est toujours du cynisme comme à l'époque du rapport Kissinger, qui envisageait d'abord la préservation de l'accès aux ressources, aux matières premières? Vous qui avez cette expérience de terrain, euh, est-ce que les organisations occidentales comme Maristops ou IPPF qui vont là-bas pour faire ces contrôles de population, est-ce qu'elles agissent pourquoi voilà, pourquoi est-ce qu'elles agissent? Ah ben, il y a bien évidemment
un aspect idéologique. Ça, c'est très clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. La plupart des pays c'est pas une demande qui émane des pays en fait. Hein. La plupart des accords cadres de coopération sont négociés de manière globale. Donc on va négocier plusieurs secteurs, les infrastructures, de financement du secteur, de différents secteurs économiques, des secteurs financiers. Voilà. Et on a aussi les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Et ces accords cadres se négocient de manière globale. Donc les pays du Nord ont aussi leur mot à dire, évidemment, et vont orienter, vont donner des consignes qui sont parfois plus que des consignes. Hein, voilà, ce sont des conditions pour la signature de ces accords cadres, dans lequel on va retrouver la santé reproductive. Alors, ce qu'ont fait notamment les États-Unis dans les années 70 avec leur projet Title X, c'était et qui était un projet qui était clairement orienté vers les populations américano-africaines, antillaises, etc. Donc par les populations les plus pauvres et puis les populations aussi de couleur qui consistaient à leur dire on vous donne un accès gratuit à certains soins de santé tout en accédant et en acceptant de passer par les services du planning familial. Voilà. Donc c'était un échange un échange qui veut dire vous ne payez pas certains frais de santé, mais vous acceptez en même temps cette politique-là. Alors, c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve dans les pays du Sud, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pans entiers de la santé qui sont financés par les services de coopération, que ce soit la coopération bilatérale ou la coopération multilatérale, donc par le système des Nations Unies, les institutions financières internationales, la Banque mondiale, etc. Et donc, on propose ces services-là et très souvent, les patients doivent passer par ces services. Alors, tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant est aujourd'hui très largement conditionné par les moyens de contraception et l'accès à l'avortement. Et les motivations, par exemple, est-ce que vous avez suivi peut-être les accords de Cotonou entre l'Europe, l'Union européenne et les pays APC, qui comportent aussi une dimension santé reproductive, des accords de coopération. Les motivations, est-ce que c'est donc elles sont mixtes, on va peut dire dans ce cas-là. Est-ce qu'on parle des questions de migration lorsqu'on évoque le contrôle des naissances? Alors, est-ce que la question des migrations est directe? La question des migrations, entre guillemets, elle va être traitée sur l'accompagnement, par exemple, de projets de développement économique. Donc, il y a depuis, on va dire, depuis les années 2010, par exemple, la coopération française et même la coopération notamment européenne finance de plus en plus le développement de projets d'entreprise. Donc, c'est-à-dire développer faciliter le développement économique local pour inciter justement la création d'emplois et inciter les jeunes générations à rester dans le pays, quoi, hein. Enfin, Parce qu'en fait, si on fait un peu la question, je pourrais être plus explicite dans ma question, c'est quand on reprend l'origine de ces politiques de contrôle démographique, on voit depuis 1946, on va dire, lorsque la première fondation des institutions à l'ONU se sont occupées de ces sujets, on voit une succession de motivations énoncées de façon plus ou moins explicite. Au départ, il y avait ce qu'on appelait la crainte de la bombe démographique. Donc la bombe P, donc la peur de voir les populations pauvres et entre guillemets moins évoluées, donc avec une vision malthusienne et une vision même raciste, hein, du monde, la peur de voir les jaunes, entre guillemets, le péril jaune ou le péril noir, submergés par le nombre, les populations, entre guillemets, plus évoluées, blanches du Nord. Et donc, il y avait clairement une volonté de contenir la croissance démographique pour éviter peut-être la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, de ces vagues de migration. Ensuite, il y a eu la motivation de l'accès aux ressources naturelles, avec cette idée qu'il fallait contrôler la population, la démographie de certains pays en particulier. Et dans ce cas-là, peut-être que
politique de contrôle démographique qui visait davantage les pays stratégiques en termes de ressources naturelles. Et aujourd'hui, on entend un discours plus émancipateur. Et ma question, c'est quelle est la part de sincérité? Est-ce que chacun, finalement, retient un argument en fonction de ses sensibilités politiques ou de ses centres d'intérêt? Est-ce que c'est un mélange de tout? Et puis, comment est-ce que les peuples locaux le perçoivent? Est-ce qu'en Afrique, ils sont lucides sur nos motivations? Alors oui, oui, alors c'est des questions qui sont centrales, hein. Vous avez raison. Bon, il y a l'intérêt des nations pour les richesses des sous-sols, hein, très sincèrement. Cet intérêt-là qui date, enfin qui en tout cas était largement remonté dans les années 70, notamment avec le rapport d'Ehrlich sur la bombe P, puis le rapport Meadows dans les années 70, donc en 72, je crois, qui était le rapport du Club de Rome. Alors le Club de Rome, ce sont quoi? Ce sont des scientifiques, des économistes, essentiellement des gens influents dans le milieu politique. Sont un peu les précurseurs du CFR, de la trilatérale, enfin de toutes ces organisations privées qui prennent des décisions au niveau mondial sans avoir été élus, sans avoir de mandat finalement, mais par leurs moyens financiers et par leurs moyens d'influence, ont la capacité d'orienter les politiques internationales. Donc, dans ces pays-là, on voit bien dans la région des Grands Lacs, et c'est régulièrement dénoncé par de nombreuses ONG. On sait que la région des Grands Lacs, donc la RDC, donc la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, voilà, qui sont des pays qui font partie des pays parmi les plus pauvres sur la planète. Ce sont des pays où il y a régulièrement des conflits, et notamment dans les zones d'exploitation des richesses minières. Voilà. Et ces conflits sont entretenus, en tout cas c'est ce qui est dit par certaines ONG et ce qui est dit aussi par les populations locales, sont entretenus par l'Occident. Voilà. Donc là-dessus, il y aurait plein de choses à dire, hein. Je pense il y aurait beaucoup de choses à dire, et ça date pas d'aujourd'hui, puisque dans les années 60, on avait un directeur des Nations Unies qui avait été abattu dans un avion autour de cette région-là, parce que déjà, il s'était initié dans le règlement des conflits au niveau de cette région-là, où il y avait déjà une exploitation minière assez importante, et visiblement, ça a dérangé certains intérêts. Donc, alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a régulièrement une politique dite de Mexico qui interdit aux États-Unis de financer les pratiques de l'avortement à l'étranger. Donc, il y a parfois quelques réticences morales pour les États à le faire publiquement. De même, moi, j'avais constaté que l'Union européenne n'assume pas vraiment publiquement le fait de financer des politiques de contrôle démographique. Lorsqu'on avait fait une initiative il y a quelques années qui s'appelait Un de nous étions intervenus devant la Commission européenne sur ce sujet-là, et c'était effectivement une pratique non assumée qui passait par des ONG. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez vu effectivement des organisations financées par les puissances occidentales ou l'Union européenne mettre en œuvre directement des pratiques de stérilisation, par exemple? Vous avez parlé de ligature des trompes tout à l'heure. Est-ce que c'est une chose qui est faite directement ou est-ce que ça passe par des ONG, par des intermédiaires? alors souvent, ça passe par des intermédiaires. Il y a quand même une certaine prudence par rapport à ça. Alors, ce que j'appelle les intermédiaires, ça peut être aussi ça peut être aussi la Banque mondiale, ça peut être voilà des organismes multilatéraux qui sont de toute façon financés par l'Union européenne et qui sont financés par les États-Unis. Et qui, à leur tour, vont financer ces pratiques directes dans des accords de coopération avec les pays en question. Voilà. On a des ONG qui sont évidemment le meilleur canal, c'est souvent le financement à travers les ONG.
Mais par exemple, ce que vous disiez, enfin, les États-Unis, enfin, c'est vrai qu'en Europe, il y a pas vraiment de courant politique, hein, entre guillemets, qui a toujours, qui a pu être dominant pour pouvoir dire non, on arrête de financer ces politiques-là. En revanche, aux États-Unis, dans le clivage politique démocrate républicain, on a régulièrement des lois qui interdisent les financements, sauf que sur le terrain, en réalité, on ne voit jamais ça. C'est-à-dire que l'administration, en fait, et notamment l'USAID qui finance ces politiques, continue à financer, par exemple, le planning familial international. Et le planning familial, même si la loi américaine va interdire en fait le financement des politiques d'avortement, bah, continue à financer les politiques d'avortement dans les pays du Sud. Et ça, quel que soit la balance entre républicains et démocrates, on n'a jamais vu sur le terrain les politiques américaines être stoppées parce que l'exécutif a dit stop, on arrête ça. D'ailleurs, il y a eu des procès, il y a eu beaucoup de choses comme ça parce que des organismes américains n'étaient pas autorisés à financer. Donc, ils détournent en fait la loi américaine à travers des organismes voilà, qui sont censés financer certains aspects, mais qui vont qui vont continuer à financer tous les aspects. Donc après, les procès consistent à montrer que les financements, par exemple pour l'avortement, vont venir de fonds propres plutôt que des financements publics. Mais très généralement, à chaque fois que ça a été fait, ils ont montré que les financements publics servaient à financer ces politiques-là, malgré l'interdiction. C'est ça. Et est-ce qu'ils détournent aussi les lois nationales de ces pays en Afrique? Vous disiez tout à l'heure que souvent ils interdisent l'avortement. Comment est-ce qu'alors ils peuvent mettre en œuvre ces politiques si c'est interdit localement? Alors, les lois nationales, c'est très difficile parce qu'à partir du moment où vous avez un pays, et c'est le cas pour la plupart des pays du Sud qui sont membres du système des Nations Unies, vous avez des lois qui sont des lois internationales et les lois internationales prévalent sur les lois nationales. Ce qui veut dire qu'on peut avoir, on a eu pendant un certain temps un décalage de non-application en fait des décrets internationaux dans les lois nationales. Voilà. Mais du fait que les pays sont membres du système des Nations Unies, ça veut dire qu'ils doivent mettre en application ces lois. S'ils ne le font pas, ce qui se passe souvent, d'abord, il peut y avoir des rappels et des remontrances, etc., dans le cadre de l'enceinte des Nations Unies, mais en réalité, ça se fait surtout via la société civile. C'est-à-dire qu'on a des organisations de société civile locales qui sont créées en ce qu'on appelle en remote control, c'est-à-dire qui sont des organisations qui sont créées totalement artificiellement, qui sont financées par des ONG type Maristop, type Planning Familial, etc. Et donc qui les contrôlent et qui les font passer en fait pour une demande qui est une demande nationale. Donc ils s'en servent en fait d'organismes locaux de lobbying pour contourner un petit peu les réticences entre guillemets qu'il peut y avoir au niveau de l'exécutif. Donc l'exécutif va être influencé par les organismes internationaux et par les États qui viennent passer des accords de coopération avec eux, et en même temps, ils vont recevoir une pression intérieure via la création artificielle d'ONG qui vont revendiquer, qui ne sont pas du tout représentatives de la population locale, mais puis parce qu'elles touchent des financements, voilà, et puis que simplement les gens qui de toute façon ont du mal à trouver un emploi sont bien contents de pouvoir travailler dans ces organisations-là avec des salaires qui sont évidemment bien au-dessus de la moyenne nationale et qui vont porter les messages qu'on leur demande de porter. Ces ONG-là, vous les avez rencontrées, enfin ces organisations, vous les avez rencontrées dans votre travail, dans votre expérience? Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de travailler plusieurs fois avec certaines de ces organisations. Tout à fait. Et alors, tout à l'heure, vous avez parlé des moyens mis en œuvre. Donc, est-ce qu'ils assument aussi donc, ces moyens de contraception, stérilisation? Quels sont
dans votre livre, vous donnez des exemples qui sont graves quand même, quasiment de stérilisation forcée ou de contraception forcée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de ces exemples qui ont eu lieu à travers le monde et ensuite voir, question suivante, c'est est-ce que ces méthodes sont assumées? Donc, quels sont les exemples de politiques mises en œuvre sur ces populations? Enfin, vous parlez du Pérou dans votre livre. Oui, oui. Alors l'exemple du président Fujimori, c'est évidemment un cas d'école puisque bon, il a été financé par l'USAID, il a été financé par une fondation également japonaise, mais il a été appuyé également par l'OMS et par la Banque mondiale à l'époque, et donc il a mis en œuvre des politiques assez extrêmes qui n'étaient évidemment pas respectueuses ni du libre arbitre, ni du choix des populations, et donc avec des politiques de stérilisation de masse parmi les populations les plus pauvres. Voilà, donc il a même été félicité à l'époque par l'OMS pour cette politique malthusienne, officiellement. Hein, donc quand vous parlez d'assumer, oui, la communauté internationale assume en fait souvent ses positions. Alors, sauf quand ça va jusqu'au scandale, puisque donc il a été pris à partie par des députés de son pays, etc. Puis il a été poursuivi. Il a été exfiltré et donc il s'est réfugié ensuite au Japon, voilà, où on lui a donné la nationalité japonaise. Et toutes les demandes d'extradition de la part du Pérou n'ont jamais été entendues par la communauté internationale. Donc, il avait été demandé à ce qu'il soit jugé dans son pays, voilà, et ça n'a jamais été le cas puisqu'il n'a jamais pu être. La communauté internationale ne l'a jamais remise à disposition des autorités nationales pour qu'il soit jugé. Donc voilà, ce type de dérive, on a plusieurs cas comme ça. Après, c'est peut-être moins médiatisé. Celle-ci a été médiatisée. Il y en a eu d'autres qui ont été médiatisées. Il y a beaucoup de politiques qui ont eu lieu, notamment en Inde, mais ça depuis les années 50, parce que l'Inde a été le laboratoire, enfin, plutôt des milieux anglo-saxons. Mais on a vraiment eu des politiques qui sont inhumaines et sur lesquelles voilà, il n'y a jamais eu vraiment la communauté internationale appuie ces politiques-là. Donc un pays qui va refuser ou qui va se rebeller contre ces pratiques-là va être très rapidement isolé. Voilà. Et quand vous dites la communauté, donc, c'est-à-dire que là, vous dites que c'est les instances des Nations Unies qui appuient ces politiques, alors même qu'elles sont illégales. Comme, Oui, très souvent, elles peuvent être mises en œuvre sans respecter effectivement la légalité au niveau national, mais aussi au niveau international, puisque là, clairement, les droits de l'homme sont bafoués. On a plusieurs cas d'expérience en fait où dans les vaccins antitétaniques, on a retrouvé une protéine qui est la gonadotropine, en fait, qui est une protéine qui est fabriquée naturellement par la femme après l'accouchement pour éviter de retomber, qui est un système en fait inhibiteur de la fonction reproductive féminine naturelle. Et on a retrouvé ces protéines-là en très grande quantité dans certains vaccins. Alors, on sait que l'OMS a fait des recherches officielles, hein, parce qu'on a des publications scientifiques qui sont d'ailleurs citées dans le livre, dès les années 70 et jusque dans les années 90. Et puis, ces recherches ont soi-disant officiellement été stoppées parce qu'elles posaient des problèmes éthiques, c'est-à-dire que, on ne connaissait pas les effets secondaires, les effets indésirables en fait de ces vaccins sur les personnes qui les recevaient. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne savait pas quel était l'effet en fait, quelle était la durée de l'effet de ce blocage, la reproduction. Donc on ne savait pas si c'était définitif, on ne savait pas si ça allait durer plusieurs mois, plusieurs années. pourquoi faire un vaccin, pourquoi mettre un contraceptif dans un vaccin contre le tétanos?
Oh bah là, très clairement, c'est une pratique qui est faite à l'insu de tout le monde, y compris à l'insu des gens qui vaccinent, très certainement. Donc là, l'objectif, c'est de bloquer en fait la fonction reproductive pendant une durée qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'a aucun élément en fait d'essais cliniques sur l'utilisation de ces produits chez la femme, sauf que ces produits ont souvent été identifiés parce qu'ils étaient utilisés, par exemple, pour vacciner la population féminine. Voilà. Donc on a eu ça en Amérique latine, on a eu ça en Afrique, on a eu ça. Alors il y a eu des procès qui ont été prononcés. Alors dans les pays du Sud, dans lesquels ces procès ont été prononcés, il n'y a jamais eu de suite. Donc les affaires ont toujours été étouffées. Et il y a eu aussi des procès aux États-Unis parce que ce sont essentiellement des centres de santé confessionnels et plutôt donc en zone d'intervention américaine. Donc, comme je disais, soit l'Amérique latine, soit l'Afrique centrale anglo-saxonne, voilà, Ouganda, Malawi, Zimbabwe, voilà, où on a eu Afrique du Sud, où on a eu des expériences de ce type-là et où des procès ont été conduits aux États-Unis, mais qui ont régulièrement été déboutés. C'est-à-dire que bon, les conclusions de ces procès ont souvent été bon, bah, cette protéine est arrivée de manière accidentelle dans les vaccins. Sur quelques lots, ça ne prouve rien du tout, etc. Donc il n'y a jamais vraiment eu de reconnaissance, en tout cas juridique, sur des mauvaises intentions. Donc on a la preuve matérielle de l'existence de cette protéine dans ces vaccins, Oui, mais on n'a pas la preuve de l'intention. c'est ça. En fait, voilà, on a considéré que c'était, enfin, les tribunaux ont considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour dire qu'il y avait une volonté avec une intention cachée, en fait, de provoquer le blocage de la fertilité féminine chez les populations pauvres dans ces pays. Et est-ce qu'ils ont eu un effet? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut constater qu'il y a eu moins de naissances après ces campagnes de vaccination? Alors là, j'ai pas d'éléments spécifiques là-dessus sur l'efficacité en fait de ce type de vaccin. Euh, Bah, c'est très compliqué parce que il faudrait faire des études à grande échelle. Il faudrait d'abord faire un suivi particulier de la cohorte de ces femmes qui ont reçu les vaccins et d'avoir ensuite une autre cohorte témoin pour vérifier justement la fécondité d'une population similaire. Donc ça nécessite en général des gros moyens qui ne sont pas forcément disponibles dans ces pays-là et qui ne peuvent pas être conduits non plus par les centres de santé qui ont fait remonter l'information Est-ce, au départ, quoi. est-ce que ce sont également les mêmes faits qui s'étaient produits au Kenya? Alors oui, je crois qu'il y a eu, oui, je crois qu'il y a eu un épisode comme ça au Kenya. Il y a eu d'ailleurs même des publications parce que il y a quand même certains de ces scandales qui sont publiés dans la presse occidentale. Donc on a des articles de journaux en France d'ailleurs et ailleurs en Europe. Voilà, mais ça laisse relativement indifférent. Faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est-à-dire qu'on on n'a pas, il y a pas d'enquêtes qui sont vraiment conduites au niveau des États, de l'Occident. Il n'y a pas vraiment de remise en cause au niveau des organismes de coopération et de dire, voilà, moi j'ai rarement entendu, en tout cas dans le cadre de mon travail, des remontées ou des critiques voilà, assez prononcées à ce sujet. C'est vraiment en faisant des recherches et en étudiant plutôt des cas particuliers que voilà, parce que simplement l'état d'esprit de la plupart des gens, des professionnels qui travaillent dans ce secteur-là, mais aussi, je pense, de la plupart des gens en Occident, est que bah, c'est pas une pratique qui est forcément choquante, quoi, en fait. Mais c'est probablement dû à cette information, à cette surinformation ou à cette fausse information qui est d'entretenir une crainte au niveau de la croissance démographique considérée comme une menace pour l'Occident. Ça, c'est très clair. Il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est celui en fait des moyens qui devraient être mis en œuvre pour limiter, par exemple, la mortalité liée à la prématurité des naissances. Ah oui, bien Voilà. sûr.
Et là, on voit bien que voilà, il y a pas mal d'argent sur la santé reproductive. On connaît les moyens aujourd'hui pour la prise en charge des prématurés, Mm. où on a beaucoup de prématurés justement dans les pays du Sud, et où ces moyens ne sont pas mis en œuvre. Il n'y a pas de projet de financement pour faciliter la prise en charge des prématurés. Je C'est-à-dire, sais, je sais. clairement, clairement, on préfère laisser mourir ces enfants-là. Et ça, c'est très significatif de l'état d'esprit et de l'idéologie en fait qui concerne la santé reproductive aujourd'hui, qui n'est plus ce qu'on appelait autrefois la santé mère-enfant. C'est ça. Voilà. Et on peut dire qu'on a également ce type de dérive sur la question de l'infertilité. Voilà. On sait qu'aujourd'hui en Occident, on a entre un couple sur 6 et un couple sur 7 qui est touché par l'infertilité, ce qui est déjà considérable. Voilà, dans une vie de couple jusqu'à l'âge de la procréation. Euh, et donc, on a le double. On a une incidence qui est doublée en fait dans ces pays-là. C'est presque de l'ordre de 30%. C'est Voilà, énorme. C'est lié quasiment. pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en considération. Chez les hommes, on va dire que les normes de travail, notamment dans l'industrie chimique, sont pas les mêmes qu'en Occident. Donc, ils manipulent des produits qui sont dangereux, qui peuvent affecter justement aussi les spermatozoïdes. Et donc, il y a plusieurs maladies qui peuvent expliquer cette infertilité chez l'homme. Et puis, il y a un autre facteur qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, c'est la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, lorsque la prise en charge se fait tardivement, on peut avoir des séquelles, effectivement, qui vont affecter la fertilité de l'un ou de l'autre, ou des deux personnes. Et là aussi, c'est compliqué. Donc, on n'a pas non plus voilà, de politique en fait, de prise en charge des questions liées à l'infertilité dans ces pays. Il y a quelques centres qui se sont créés. Voilà, la FIV, entre guillemets, commence à apparaître dans certaines grandes villes, mais ce sont souvent des centres privés avec évidemment des coûts qui sont trop élevés pour les populations. Et puis on peut prendre en charge l'infertilité d'une autre manière, et on a très peu de choses qui sont. Ça veut dire en fait que tout le discours le discours que l'on entend sur la santé sexuelle et reproductive qui est mis en avant pour promouvoir la contraception, euh, voilà, n'est pas totalement sincère, puisque ce qui pourrait être fait de façon utile n'est pas mis en œuvre, quoi. Dès Non, lors que ça contribue dès lors que ça contribue au renouvellement des générations ou à la procréation. tout à fait, oui, oui, tout à fait, oui, oui, non. C'est très clair que ces politiques-là sont clairement orientées. Il y a une volonté de la contrôle de la population. Si vous regardez les rapports annuels récents de l'UNICEF, bon, on a des messages qui sont à peine subliminaux, où vous allez avoir un papa, une maman et un enfant sur la première page. Donc oui, l'Occident fait la promotion de l'enfant unique. Et alors, excusez-moi, quel est le rôle de l'UNICEF? Est-ce qu'on parle toujours de l'OMS, du Fonds des Nations Unies sur la population? Est-ce que l'UNICEF est aussi engagé dans ces politiques? Alors l'UNICEF est engagé dans ces politiques. Normalement, le rôle de l'UNICEF, c'est vraiment les questions liées à l'enfance. C'est-à-dire, ils interviennent essentiellement au-delà des questions liées à comment dire, à la santé reproductive. Voilà. Ils interviennent, entre guillemets, une fois que l'enfant est né. Alors, ça n'empêche pas que l'UNICEF finance des programmes, notamment d'amélioration de la prise en charge des accouchements, des choses comme ça. Mais on va dire que l'UNICEF, il cible essentiellement les enfants en bas âge, dès qu'il commence à y avoir scolarisation et jusqu'à l'entrée dans la vie active. Voilà. La cible de l'UNICEF, c'est essentiellement celle-ci. Alors, je précise que votre livre a une préface de Monseigneur Jacques Ciodo,
qui est un prêtre catholique, un médecin ou chirurgien même, qui a travaillé longtemps sur ces questions au Vatican. Et dans sa préface, il vous félicite pour votre travail de recherche sur ces questions de vaccination, qu'il a lui-même suivi de près lorsqu'il était donc en service au Vatican. Et donc, il confirme en fait ce que vous dites. Parce que je me souviens, évidemment, il y a toujours des personnes qui vont contester, mais notamment la conférence épiscopale, les évêques du Kenya, à l'époque, avait révélé l'affaire, c'était plein de ces contraceptifs dans les vaccins. Et donc, je pense que c'est un sujet, c'est vrai, dont on n'ose pas trop parler, qui peut-être nous arrange bien en Occident de se dire que voilà, il faut bien trouver un moyen de juguler la croissance démographique et on ferme les yeux et on laisse faire. Les gouvernements ne veulent pas y aller directement publiquement, alors entre guillemets, ils laissent faire des organisations peu scrupuleuses, des ONG, pour faire ça en douce ou ces vaccinations stérilisantes. Quelles sont les principales comment s'organise, on va dire, quelle est la structure de la mise en œuvre de ces politiques de contrôle démographique? Vous avez parlé de l'ONU, vous avez parlé d'ONG. Est-ce que vous pouvez nous décrire, de certaine manière, la chaîne de commandement de cette politique? Qui est-ce qui la conçoit? Où est-ce qu'elle est conçue? Qui est-ce qui la met en œuvre? Comment? Quels sont les principaux acteurs? Alors, les principaux acteurs, bon, ce sont, enfin, on va dire qu'au niveau international, on a plusieurs organisations, on a des fonds, des programmes qui travaillent plus spécifiquement sur ces sujets-là. Donc, on va dire que le principal programme, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population, voilà, qui est une organisation pour laquelle j'ai pu travailler également. Qui a une forte connotation idéologique. Hein. Donc on a des directrices en fait du Fonds des Nations Unies pour la population qui ont toujours été issues ou très en lien avec le planning familial. Donc ça peut être des gens qui viennent de pays du Sud, mais qui ont vraiment été formés, voilà, avec une connotation idéologique très importante. Hein. Je dis ça parce que je parle aussi de mon expérience pour avoir travaillé pour cette organisation pendant plusieurs années. Et donc, avant de travailler pour eux, j'ai dû faire un stage à New York. Et c'était édifiant de voir comment l'orientation idéologique était la clé en fait de la mise en œuvre des politiques sur le terrain, quoi, en fait, très clairement. Voilà. Donc il y a un côté militant, un côté lobbyiste qui est très important, et la plupart des gens sont, en tout cas les gens sur les postes importants, sont recrutés avec un prisme très particulier sur ces sujets-là. Donc il y a un contrôle déjà à l'entrée. Et puis donc ces organisations-là négocient ensuite des accords de coopération avec les pays en direct, et y compris dans des pays qui traditionnellement n'ont pas du tout cette culture ni cette politique. Je pense notamment aux pays arabes. Et c'était mon cas puisque j'avais travaillé à l'époque dans un pays du Maghreb pour ce programme-là. Et donc, il nous disait très clairement, vous faites de l'ingérence dans nos politiques, hein, dans nos politiques de santé, d'éducation, voilà. Et donc, vous donnez une orientation qui n'est pas l'orientation que nous souhaitons donner pour notre pays. Voilà. Donc, j'ai souvent entendu ces discours-là auprès du représentant de ce programme, donc il y avait un statut d'ambassadeur. Et c'est effectivement des critiques qui étaient récurrentes et que j'ai entendues pendant 3 ans, hein, quasiment le temps où je suis resté à travailler pour ce programme-là. Et donc oui, on a une influence qui est assez marquée et qui va venir, être martelée à nouveau ou rappelée par d'autres organisations comme l'OMS, évidemment, qui est également porteur de ce même message.
Si chaque fonds ou chaque programme des Nations Unies a sa spécialité, il y a quand même une cohérence d'ensemble qui est très marquée et qui vise en fait à uniformiser dans pratiquement tous les secteurs et notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, dans les secteurs sociaux, à uniformiser en fait une pensée voilà, qui ne correspond pas, ou qui n'est pas le souhait, en tout cas, des pays bénéficiaires. C'est ça. Et alors, qui finance le FNUAP, le Fonds des Nations Unies? Parce que je crois qu'il a un statut particulier, il n'est pas financé comme le reste des Nations Unies, mais uniquement sur des contributions volontaires. Alors non, pas seulement. Il y a la plupart des programmes ont leur circuit de financement. Alors il y a le système effectivement des contributions des États membres, voilà. Et puis on a et maintenant c'est le cas dans la plupart des programmes et des fonds des Nations Unies. On a de plus en plus le partenariat public-privé s'est beaucoup développé et donc on a d'importantes industries, voilà, des philanthropes hein, comme Gates ou Soros ou Rockefeller ou d'autres qui viennent très largement financer le système des Nations Unies. Rockefeller a mis à disposition le terrain en plein centre de Manhattan pour construire le siège des Nations Unies. Donc, ce sont des gens qui, même s'ils n'ont pas un poste, entre guillemets, de conseiller auprès du secrétaire des Nations Unies, ont une influence qui est considérable et qui peut être souvent plus importante que celle des propres conseillers. Donc, on a des interférences, en fait, de l'extérieur, de gens dont la seule justification est l'apport financier. Pour dire les choses clairement. C'est ça. Voilà. Et ce sont les mêmes qui financent l'OMS et le FNUAP. Et ce sont les mêmes qui financent l'OMS. Bon, récemment, avec je pense, enfin, au moment avant le départ de Trump, l'administration américaine avait fait un revers en fait, notamment auprès de l'OMS qui avait mal géré certaines crises, etc. Et donc c'était un petit peu retiré du financement de l'OMS, mais c'est vrai que l'apport financier des États-Unis et celui de la fondation Gates sont les deux principaux bailleurs de fonds de l'OMS. Donc ce sont des gens qui siègent au conseil d'administration et ce sont des gens qui clairement prennent des décisions pour la politique mondiale sanitaire, puisque l'OMS est censée orienter, mettre en œuvre, mettre en application la politique sanitaire et notamment le fameux document de 2005 dont j'ai oublié le nom, mais qui va me revenir, voilà, qui est le document de politique internationale en matière sanitaire. Et alors, on en vient, encore une fois, votre livre est aussi intéressant en ce qu'il a aussi une dimension historique, parce que vous avez parlé de la famille Rockefeller. C'est vrai que les différents Rockefeller, eh bien, dès le début du XXe siècle, étaient sensibilisés aux questions du contrôle démographique et aux questions d'eugénisme. Et je crois même que ce sont eux qui ont été les premiers à apporter un fonds pour créer le Fonds des Nations Unies sur la population, le FNUAP. Et de même, la famille Gates aussi est historiquement engagée dans la problématique du contrôle des naissances aux États-Unis en particulier. Donc, est-ce que vous voyez une présence plus renforcée des pays ou de la culture anglo-saxonne dans cette politique démographique? Est-ce que c'est lié, on va dire, à l'héritage malthusien qui était très fort aux États-Unis, très fort au Royaume-Uni, très, très fort dans les pays nordiques? Est-ce que encore aujourd'hui, on peut le percevoir? Est-ce qu'il y a une filiation, on va dire, idéologique et aussi même personnelle dans cette politique? Vous disiez, il faut adhérer à cette idéologie pour être recruté au FNUAP.
Voilà. Est-ce que vous voyez, vous, une filiation historique depuis le début du XXe siècle dans sa mise en œuvre aujourd'hui au moyen des Nations Unies et des ONG? Oui, alors très nettement, ça n'a pas disparu, hein. C'est-à-dire que cette influence-là, elle est récurrente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a toujours été très marquée, très présente, notamment avec les expériences du Royaume-Uni, des États-Unis en Inde, où les premières conférences ont eu lieu. Mais même avant la Seconde Guerre mondiale, les premiers financements et notamment toutes les recherches qui ont été faites sur l'élaboration de la pilule contraceptive, etc., ont été financés par ces personnes-là. Donc, il y a une tradition en fait qui est relativement ancienne, qui date même du 19e siècle, qui est marquée, qui est poussée par l'idéologie franc-maçonne essentiellement, et donc qui consistait à voir comment limiter en fait les populations et essentiellement les populations pauvres, la croissance de ces populations qui étaient considérées comme une menace. Donc c'est vraiment c'est vraiment les tout débuts de l'eugénisme, mais cet eugénisme-là n'a jamais disparu. Il a toujours même été largement entretenu, financé et porté par cette idéologie qui traverse les siècles. Et aujourd'hui, cet eugénisme, on le voit, bon, il se manifeste dans les biotechnologies qui sont développées depuis ces 30 dernières années, la sélection des naissances, et donc cette idéologie continue à perdurer. Et on a toujours des personnes très influentes qui portent un intérêt très vif à ces questions, à ces sujets. Voilà. Même si on a aujourd'hui des modèles démographiques, enfin on a de grands spécialistes, et je pense notamment à John Ibbitson et puis Darrell Bricker qui ont publié un livre en 2019, voilà, qui contredisent en fait totalement l'effet d'explosion démographique qui ont été annoncés par le système des Nations Unies. Et ils ont même, ils évoquent une très forte décroissance démographique en Chine, en Inde, en Indonésie, après 2050. Donc tous les scénarios catastrophes qui ont été annoncés dans les années tout à la fin du 20e siècle, ils volent tous en éclat. Voilà. Alors quand en plus on sait aujourd'hui que, alors ça évidemment c'est peut-être pas un facteur qui pouvait être pris en considération à l'époque, mais quand on voit la baisse de la natalité qui est provoquée par la crise Covid et qui est une baisse de la natalité qu'on observe pas simplement en Occident, mais qu'on observe aussi dans d'autres pays. Pour l'Occident aujourd'hui, pour l'instant, la tendance c'est de l'ordre de moins de 13%. Moins de 13% depuis 2020, ce qui est considérable. Ça va avoir, il va vraiment y avoir, on a l'effet d'une quasiment, enfin oui, on a l'effet d'une guerre, hein. On a l'effet d'une guerre qui affecte véritablement la croissance démographique et le renouvellement des générations. Alors en Occident, avec une population vieillissante qui est déjà confrontée en fait à cet hiver démographique, c'est encore trop tôt pour penser en fait les difficultés auxquelles on va être confronté, mais on est sûr qu'on va être confronté à des difficultés majeures, considérables. Voilà, et ça vaut pas uniquement pour la France, ça vaut pour tout le monde occidental et d'autres pays encore, très très certainement. Puisque cette baisse s'observe, on commence à l'observer aussi dans d'autres pays. Donc ce qu'ont annoncé ces auteurs pourrait avoir lieu bien plus tôt qu'à l'échéance 2050. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, peut-être? Question difficile toujours. Non, mais non, il y a peut-être les mots, la conclusion. Je dirais que je dirais qu'il y a une inquiétude, je dirais qu'il y a une affirmation de plus en plus presque insolente de la mise en place de politiques qui sont
qui sont des politiques entre guillemets dangereuses, voilà, dans le sens où elles ne respectent plus en fait les droits de l'homme, elles ne respectent plus ce sur quoi on a construit l'Occident pendant des siècles. Et, euh, et donc ça m'inquiète, oui, ça m'inquiète particulièrement. On voit qu'il y a une population marginale qui s'enrichit de plus en plus, voilà, et on voit que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Voilà. Et ce, malgré les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui dans l'aide publique au développement, qui n'ont jamais été aussi importants que ceux qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Je dis ça dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur de l'éducation, dans les secteurs sociaux. Et on voit au contraire s'agrandir les écarts, voilà, parce que il y a des financements, il y a de l'argent, mais que l'utilisation qui est faite avec cet argent n'est pas forcément efficiente. Voilà. Bien, merci beaucoup, Gabriel Terezo. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce livre, L'élimination des pauvres, paru en 2021 aux éditions du Bien commun. Je vous remercie. À bientôt, Merci. j'espère. Merci Merci. à vous.